Michel Santi, bonjour. Vous êtes né à Beyrouth en 1963. Vous êtes un économiste franco-suisse qui conseille depuis 2005 des banques centrales. Vous avez été de 1986 à 1993 trader sur les marchés financiers au sein de banques suisses, avant de diriger, de 1993 à 2004, plusieurs sociétés de gestion de fortune à Genève. Vous publiez en novembre 2012 Splendeur et misère du libéralisme chez l'Harmattan, un ouvrage que je qualifie moi-même d'économiquement révolutionnaire, tant il démolit chacune des contraintes, chacune des notions économiques évoquées dans la société actuelle par certains économistes à la télévision, par même les politiques. Alors justement, vous vous attaquez dès le chapitre 1 à l'austérité, donc un thème qui est extrêmement récurrent dans l'économie actuelle, et vous écrivez, je vous cite, « L'austérité a pour objectif réel l'anorexie complète de l'État et la boulimie du secteur privé ». Alors, en quoi cela se caractérise? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? J'aurais même dû rajouter la boulimie du secteur financier, en fait. Selon moi, bon, je vais attaquer dès le départ, hein, donc selon moi, l'austérité est une manière déguisée de la lutte des classes des temps modernes. D'accord. Pourquoi pourquoi fait-on l'austérité? On fait l'austérité, les raisons théoriques politiquement correctes de l'austérité, qui sont derrière l'austérité, c'est qu'il faut que nos comptes publics soient excédentaires, en tout cas qu'ils arrivent à l'équilibre. Je maintiens, je défends la thèse dans mon livre qu'en fait, un État ne se gère pas comme les cordons comme un privé gérerait des cordons de sa propre bourse. Un privé ne peut à aucun moment être dépensé plus qu'il n'a, sauf si sans dette, bien sûr. Un État peut et doit dépenser plus que ses recettes s'il doit soutenir son économie, s'il doit soutenir ses citoyens. Or, à quel moment pouvoir soutenir son économie et soutenir ses citoyens, si ce n'est en période de crise? Actuellement, nous voyons le phénomène radicalement inverse, diamétralement opposé, à savoir, nous sommes en période de crise, nous sommes à un moment où le chômage explose, comme vous le savez, la moyenne européenne est de 13%. Vous avez des pays en Europe, de l'Union européenne, comme l'Espagne, où le chômage des jeunes atteint quasiment 50%, la Grèce n'en parlons même pas. Et donc nous avons une moyenne européenne de 13% de chômage, au sein de laquelle nous avons certains États qui exigent de la part d'autres qu'ils se serrent la ceinture. Donc que ces États dépensent moins pour leurs aides sociales, que ces États licencient davantage, encore plus de fonctionnaires, que ces États prélèvent davantage, alourdissent la fiscalité. Et tout ça, c'est évident que tout cela, ça va avoir un impact négatif sur la classe moyenne et la classe pauvre, tandis que la classe aisée, elle, dont l'épargne est quasiment pas touchée, tandis que la classe aisée s'en sort quasiment indemne. Parce que ça va renforcer justement le secteur privé, et donc en quelque sorte la classe aisée. Et donc en quelque sorte l'austérité, alors je ne dis pas que c'est une politique volontaire de la part des États, mais l'austérité aujourd'hui remplace d'une certaine manière la lutte des classes que l'on a connue au début du XXe siècle, dans le sens où elle contribue à cliver davantage. D'accord. Augmenter les inégalités, quoi. D'accord. Et alors justement, ensuite, dans votre ouvrage, alors on est dans une période, on est vraiment au beau milieu, si j'ose dire, du diktat des économistes actuels qui défendent justement l'austérité et à tout prix la diminution du déficit public. Vous affirmez que sans déficit public, il n'y a pas de croissance. Donc c'est encore un clivage par rapport à certains autres économistes actuels. Alors, c'est-à-dire, expliquez-nous ce que ça veut dire, sans déficit public, il n'y a pas de croissance. Il y a principalement pour simplifier, il y a principalement deux écoles de pensée fondamentales. Et elles sont en train de s'affronter de nos jours, si vous voulez. Vous avez la pensée dominante, qu'on appelle le mainstream, qui est le monétarisme, ou disons le néolibéralisme. C'est pour ça que le titre de mon livre, c'est Splendeur et misère du libéralisme. Donc, que nous dit le monétarisme ou le néolibéralisme, qui ont été fondés en gros par Milton Friedman, prix Nobel d'économie, au milieu des années 70,
et lequel le monétarisme a été pris à une ampleur gigantesque à partir des années Reagan et Thatcher. Donc le monétarisme nous dit que l'État doit régresser. C'est exactement ce qu'ont fait les républicains avec Reagan et Mme Thatcher quand elle a été pendant son long règne. L'État doit régresser et il faut en fait que ce soit uniquement l'initiative privée qui domine. Et quand on dit initiative privée, on sous-entend bien sûr et d'abord les marchés financiers. Vous avez même des monétaristes qui ont dit que les marchés financiers sont un mécanisme de précision. Ce qui veut dire qu'il faut en tout point faire confiance aux marchés financiers et que c'est eux l'arbitre et le juge de paix. Vous avez l'école monétariste qui est représentée par ces personnages-là et qui a modelé l'Union européenne selon ces critères. Les critères de Maastricht, les fameux 3% de déficit budgétaire par rapport au PIB, ce fameux critère, il est fait pour quoi? Il est fait tout simplement pour serrer la ceinture de l'État. Il est fait tout simplement pour garder les dépenses de l'État sous contrôle. Tout simplement pour que l'État intervienne le moins possible dans l'économie. Ce qui est aussi, d'une certaine manière, le débat que nous avons actuellement aux États-Unis, entre républicains et démocrates. C'est exactement la même chose. Donc, alors, ces monétaristes, ces néolibéralistes, ces néolibéraux souhaitent aujourd'hui que l'État, que les comptes publics soient très peu déficitaires, voire à l'équilibre. De l'autre côté, je soutiens, avec une minorité, que l'on appelle, pour simplifier, les keynésiens, d'après John Maynard Keynes, donc, qui était un très grand économiste qui a participé à Bretton Woods dans les années 40. Donc les keynésiens comme moi, ou les néo-keynésiens, ils partent du principe qu'il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans les fondamentaux économiques, c'est l'emploi. Partant de cette priorité que l'on accorde au plein emploi, alors ne soyons pas idéalistes, le plein emploi, on ne va jamais y arriver, mais tout faire pour s'en rapprocher. Partant de cet objectif, eh ben, si on part de cet objectif et qu'on se dit, nous, État, gouvernement, Union fédérale, peu importe, on va tout faire pour se rapprocher du plein emploi, à partir de ce moment, c'est très facile de mettre en place des politiques publiques. C'est très facile. Comment? Tout simplement en opérant des politiques de relance. Parce que c'est la croissance économique, c'est la reprise de l'activité économique qui va évidemment résorber mécaniquement le chômage. Et là où on ne se rend pas compte, c'est que les monétaristes et les marchés financiers se tirent une balle dans le pied parce que le keynésianisme, en fait, je dirais, c'est la solution idéale parce qu'avec la baisse du chômage, avec la reprise massive de l'emploi, ça va être autant de personnes qui vont payer leurs impôts et donc qui vont engraisser les recettes de l'État, d'où diminution des déficits publics, sans compter que ça va contribuer à rendre heureux nos citoyens qui vont avoir du travail. Voilà en gros, donc, pour répondre à votre question, en école de pensée. Mais alors, il y a quand même une question que je me pose à ce niveau-là. Pourquoi, à ce moment-là, il y a des clivages aussi présents? Pourquoi la quasi-totalité des économistes, par exemple dans les médias, nous disent le contraire? Pourquoi? C'est une question intéressante. Il y a plusieurs hypothèses. Vous savez, il y a un autre prix Nobel d'économie que j'admire, Paul Krugman, donc, qui tient un blog très régulier et qui, selon lui, c'est une interprétation purement psychologique. Le mainstream persiste dans cette idéologie de la réduction des dépenses publiques, tout simplement pour ne pas reconnaître qu'elle se trompe. C'est son opinion. C'est son opinion. Donc, prenons un autre exemple, l'inflation. Cette même caste d'économistes qui représente l'écrasante majorité aujourd'hui
a lutté jusqu'à un passé récent contre les injections de liquidités de la Réserve fédérale américaine, par exemple, pour ne citer qu'elle, contre ce qu'on appelle les baisses de taux quantitatifs, donc en fait la création monétaire, en disant qu'à force de créer mensuellement des sommes comme 60, 80, voire 100 milliards de dollars de nouvelles monnaies, les États-Unis allaient subir une inflation galopante comme le Zimbabwe ou comme l'Allemagne de Weimar. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Alors, ces personnages refusent d'admettre leur erreur, tout comme ils refusent d'admettre que leur pensée néolibérale de réduction des déficits publics est erronée. Donc, ils changent de fusil d'épaule. Aujourd'hui, ils disent, comme ils ont eu tort sur l'inflation, aujourd'hui, ils disent la Réserve fédérale américaine ou les banques centrales ne doivent pas intervenir dans l'économie parce que, aujourd'hui, leur cheval de bataille, c'est ça nuit à la stabilité financière. Donc, autrement dit, ça peut faire effondrer les bourses à partir du moment où elles interrompraient leur baisse de taux quantitative. Mais justement, je trouve que vous allez encore plus loin dans votre ouvrage à l'encontre de ces gens-là, donc qui seraient trompés. Vous écrivez, je vous cite, « Les économistes hyper médiatisés qui hier se complaisaient dans des marchés financiers livrés à eux-mêmes et qui en tiraient des bénéfices juteux se sont convertis en fanatiques de la dépense publique. » Alors Michel Santi, est-ce que vous voulez tout simplement dire que les économistes sont devenus corrompus? Je veux dire que les économistes et les marchés financiers se sont fourvoyés. Bon. Pourquoi, en réalité, pourquoi un pays comme l'Espagne, qui a défrayé de manière dramatique le devant de l'actualité, dont on a même dit qu'il ferait faillite il y a un peu plus d'une année, pourquoi, pour ne citer que l'Espagne, pourquoi est-ce que l'Espagne est dans une telle situation? Si on considère les choses objectivement, avant le déclenchement de la crise, donc jusqu'à 2007, les comptes espagnols étaient excédentaires. Les comptes de l'Espagne étaient en meilleur état que les comptes de l'Allemagne. Seulement, l'Espagne a dû soutenir son secteur bancaire. Le système bancaire espagnol, enfin l'Espagne, possède quelques gros fleurons importants donc, au niveau bancaire qui se sont lancés dans toutes sortes de spéculations, que ce soit la spéculation des subprimes aux États-Unis, que ce soit la spéculation immobilière en Espagne, et ce système bancaire espagnol a vraiment attisé la bulle immobilière en Espagne. Tant et si bien qu'on a parlé à un moment donné de subprime espagnol, parce que les banques espagnoles se sont enrichies de manière indécente en accordant des prêts immobiliers à des citoyens espagnols et à d'autres citoyens qui voulaient acheter en Espagne, qui n'avaient pas les capacités d'acheter. Tout ça pour pouvoir engranger les commissions. Bon. À un moment donné, lorsque les dominos ont commencé à tomber, il a fallu soutenir ce système bancaire espagnol, et c'est pour ça que les comptes publics de l'Espagne se sont aggravés. Donc, mon argumentation dans mon livre, et l'argumentation, je veux dire, la réalité, c'est que les comptes publics de certains pays, de la plupart des pays européens, se sont aggravés tout simplement parce que nos pays européens ont puisé dans les trésors publics pour pouvoir sauver les banques. L'ironie du sort, c'est qu'une fois que les banques furent sauvées, les marchés financiers ont tapé à la porte des États pour leur dire « Messieurs, dames, vos comptes sont déficitaires. Maintenant, vous devez faire des économies. » Or, ils ont vite oublié que ces comptes ont été déficitaires uniquement pour sauver les marchés financiers. Situation cocasse, où on demande maintenant aux États de faire des économies, parce qu'il y a des déficits, lesquels déficits ont été creusés pour sauver les marchés financiers. Et une fois de plus, qui fait-on payer pour cela? La classe moyenne, les pauvres, qui n'ont pas les moyens de se défendre, alors que je pars du principe, moi, qu'un État est là pour pouvoir protéger ses citoyens. Oui. Voilà. Pas le contraire, bien sûr. Et alors, bon, donc vous vous en prenez quand même à juste titre aux économistes, à certains économistes, mais également aux agences de notation. Un petit peu plus loin dans votre ouvrage, vous expliquez qu'elles ont finalement totalement échoué dans leur rôle d'arbitre, si j'ose dire, impartial et neutre entre l'acheteur et le vendeur d'un titre. Vous expliquez qu'elles ont complètement échoué. Alors, est-ce que pour vous,
il faudrait que les États et les marchés ignorent totalement leurs estimations, puisque leurs estimations sont, entre guillemets, faussées. Donc, est-ce qu'il faudrait totalement ignorer ces estimations? Personnellement, je pense que les agences de notation sont des précieuses ridicules. Donc, c'est mon avis qui n'engage que moi. Elles se sont totalement décrédibilisées avec la crise des subprimes américaines, parce qu'elles ont donné la notation maximale AAA, le fameux AAA, à des titres qu'on a qualifiés quelques mois plus tard, lorsqu'ils ont périclité, on les a qualifiés de zombies, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne valaient rien, alors que ces titres, alors que ces actifs étaient des actifs pourris, qui ne valaient rien du tout, et que c'est à cause de cette notation AAA que la plupart des investisseurs les ont mis dans leur portefeuille en croyant qu'ils ne risquaient rien, ou à tout le moins pas grand-chose. Donc ça, c'était le début pour moi de la fin des agences de la crédibilité des agences de notation, sachant qu'il y a eu par la suite d'autres scandales qui ont impliqué des patrons ou des directeurs exécutifs d'agences de notation qui ont été complices à tout le moins d'agissements de la part de leurs propres clients, que sont les banques et les sociétés financières. Je veux dire, il y a un conflit d'intérêt manifeste. Ne serait-ce que ça, c'est aberrant de se rendre compte que ces agences de notation, que leur job principal, c'est de noter des institutions financières, mais elles sont payées par ces mêmes institutions financières. Oui, c'est ça, il y a un vrai conflit d'intérêts. Il y a un vrai conflit d'intérêts. Ça paraît et à quand l'Arlésienne, qu'on appelle de nos voeux, qui est l'agence de notation européenne, mais je pense que c'est comme plein d'autres vœux pieux européens, ils ne verront jamais le jour à partir du moment où la croissance repartira. Donc tout ça, ça ira sous le tapis, et puis ce sera, comme on dit, malheureusement, le business as usual. Voilà. D'accord, ok. Et alors, bon, un petit peu plus tard dans votre ouvrage, vous nous expliquez que depuis les années 80, les États doivent juguler leur déficit public simplement parce que les économistes leur disent de le faire, alors que les économistes eux-mêmes sont incapables de l'expliquer. Alors ça paraît à nouveau complètement inconcevable. Alors je vous pose la question, Monsieur Santi, pourquoi en presque 35 ans, en 33 ans, personne n'a dénoncé ce dérèglement avant vous? Ça paraît inimaginable. Bon, c'est pas vrai. Merci de le relever, mais en tout cas pas de manière récurrente, quoi. Je ne suis que le prolongement de cette chaîne keynésienne, si j'ose dire. Donc, mais ma réponse va être à deux niveaux. D'abord, je vais très brièvement vous parler d'un scandale ridicule et risible. Les économistes Reinhardt et Rogoff, ce sont deux économistes américains, qui ont écrit un livre qui a eu un succès phénoménal il y a quelques années. Et dans ce livre, ils ont dit qu'il y avait un levier, un cliquet, au-delà duquel les États ne pouvaient plus... il y avait un niveau de déficit public, au-delà duquel, si les États dépassaient ce niveau, ça avait un impact terriblement négatif sur la croissance. Et les commissaires européens, Madame Merkel, ses conseillers, les économistes britanniques, la plupart des économistes américains se sont inspirés de cet ouvrage comme référence pour expliquer, il faut impérativement aujourd'hui que nos déficits ne dépassent pas un certain seuil, sinon ça aura un impact négatif sur la croissance. Donc, si vous voulez, il y a eu cette étude qui a fait foi, un phare dont se sont inspirés tous les austériens, je dirais. Et que ne voilà-t-il pas qu'il y a 4 mois, des chercheurs américains ont prouvé par A plus B que les statistiques sur lesquelles Reinhardt et Rogoff se sont appuyés pour calculer ce cliquet étaient erronés.
Donc tout ça, c'était du bidon. C'était du vent. Tout ce qu'on nous racontait, c'était faux. Tous ces doctes enseignements selon lesquels il ne fallait pas dépasser un certain niveau de dette, au-delà de laquelle la croissance en paierait un prix fort, tout ça c'est faux. Bon, ça c'est pour l'histoire, la petite histoire ridicule. Pour répondre directement à votre question, je pense que la raison principale pour laquelle la plupart des économistes, la plupart des États sont obsédés par leurs dettes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le grand pouvoir de la monnaie. Un État souverain est un État qui a la capacité pleine et entière de battre monnaie, quand il le souhaite, comme il le souhaite, pour soutenir son économie. Et qu'on n'aille pas me dire que c'est nocif de battre monnaie du point de vue de l'inflation. L'exemple, aujourd'hui, roi, pour contredire ces théoriciens austériens, c'est les États-Unis qui sont en train de se sortir de la crise. Moi, je peux dire, les yeux dans la caméra, que la crise aux États-Unis est terminée. La crise économique aux États-Unis est terminée. On s'achemine, ils ont réduit leur chômage de 2 points en moins de 2 ans. L'administration Obama a réduit considérablement le déficit public. Tout ça en présence d'une banque centrale qui ne cesse d'émettre des dollars intensivement depuis 2008. Donc, pourquoi? Parce que la Réserve fédérale américaine est une banque centrale souveraine et que le dollar est une monnaie souveraine. Le grand problème de l'Union européenne, c'est que l'euro n'est pas une monnaie souveraine. Dans le sens où la banque centrale n'a pas le droit, statutairement, d'imprimer de la monnaie, ou ne serait-ce que de garantir les dettes des pays périphériques en difficulté. Et j'irai même plus loin que ça. Je dirais que si la Banque centrale européenne était une banque centrale souveraine, et comme on dit dans le jargon, un prêteur en dernier ressort, un prêteur en dernière instance, c'est-à-dire qu'elle est là quand tout va mal, si la Banque centrale européenne, dès les prémices de la crise européenne, avait dit « nous garantissons la dette espagnole, nous garantissons la dette portugaise, nous garantissons la dette irlandaise », il n'y aurait pas eu de crise européenne. Pourquoi y a-t-il eu de crise européenne? Je me permets de le rappeler, parce que les marchés financiers ont fait monter les enchères des taux de financement des dettes publiques de ces pays. À partir d'un certain moment, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande ne pouvaient plus payer 6, 7, 8% sur leurs dettes, dont les encours étaient des dizaines de milliards de dollars. Donc, qu'on le comprenne bien, ce n'est pas les dettes des pays périphériques qui étaient insupportables en soi, encore que ces dettes ont dû être creusées pour pouvoir sauver les banques. Ce n'est pas les dettes en elles-mêmes, c'est les intérêts sur ces dettes. Et donc, les marchés financiers, quand ils se sont rendus compte du défaut de la cuirasse européenne, lequel défaut de la cuirasse européenne, c'était il n'y a pas de prêteur en dernière instance, il n'y a pas de banque centrale qui est là pour sauver les meubles, pour garantir les dettes. Ils ont dit, mais il n'y a aucune raison que moi, marché financier, que moi, investisseur, je fasse payer 3% à l'Espagne sur sa dette. Je vais le faire payer 6, 7%. Et donc, les enchères montaient de cette manière-là, tout simplement pour en revenir au départ de mon raisonnement, parce que la Banque centrale européenne et que l'euro ne sont pas souverains. Souverain, ça veut dire quoi? Souverain, ça veut dire qu'on peut les émettre comme on le souhaite, indépendant. Mais alors, quelle est la solution dans le cas de l'euro, dans le cas de l'Union européenne, mais quelle est la solution à ce moment-là pour que les monnaies redeviennent souveraines? Très simple. Elle est vraiment très simple. Il faudrait tout simplement soit que la Banque centrale européenne décrète, nous garantissons toutes les dettes des pays périphériques, en fait de toute l'Union européenne, Oui. quoi. Soit qu'il y ait une institution qui soit spécialement créée à cet effet, qui fasse des transferts de liquidités automatiques d'un pays à l'aise, je dirais, à un pays nécessiteux. Mais ça n'arrivera jamais. Tant que nous avons des pays comme l'Allemagne,
je dirais l'Allemagne, c'est le pays principal d'Europe, tant que nous avons l'Allemagne qui refuse catégoriquement, parce que ça reviendrait à quoi? Ça reviendrait en fait à ce que les impôts prélevés sur les Allemands aillent partiellement au bénéfice de l'Espagne. C'est ça que ça reviendrait. Et ça, politiquement, c'est impossible. Oui. Alors maintenant, il y a peut-être une lueur d'espoir, ou une fenêtre de tir, c'est les élections en Allemagne en septembre, où c'est chose quasiment faite, Madame Merkel va être réélue, mais paradoxalement, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est de ça que viendrait la lumière, dans le sens où elle n'aurait plus la pression de se faire réélire, et qu'elle pourrait éventuellement s'acheminer vers une solution qui pourrait s'apparenter à, en fait, la mutualisation des dettes. Oui. C'est ça qu'on appelle, c'est ça, en fait. Alors que pour l'instant, vous le dites même dans votre ouvrage, l'Allemagne est vraiment contre. Quoi. Pour l'instant, ils ne veulent pas en entendre parler. À présent, nous avons une monnaie commune, mais c'est du chacun pour soi. Ouais, donc c'est débile. C'est tout ce que... c'est l'Allemagne devant et les autres derrière, absolument. Et alors, justement, il y a une notion essentielle dans votre livre qui revient de manière assez récurrente, c'est vous militez pour le citoyen moyen. Et vous dites quelque chose de très intéressant, vous aimeriez que les citoyens moyens ne soient plus autant dépendants de la croissance, que leur niveau de vie, que leur niveau de salaire aussi, ne soit pas autant dépendant de la croissance, et que finalement ça devienne le fruit d'une redistribution meilleure, d'une redistribution plus égale. Alors concrètement, comment cela est possible? Comment mettre cela en place? Est-ce que c'est normal que quand l'économie est déprimée à cause du sauvetage des banques, est-ce que c'est normal quand de croissance, on va en décroissance à cause des excès de la finance, que les gens perdent leur emploi? Non. Je pense que c'est injuste. Or, notre crise actuelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un peu avant l'entretien, notre crise actuelle, le retour de bâton de la croissance, si vous voulez, notre décroissance, notre perte sérieuse, notre récession, selon moi, selon mon analyse, elle est due parce que nos gouvernements n'ont pas eu d'autre choix, ont été acculés à sauver les banques. Et donc, tout cela, ça a mécaniquement nuit à la confiance des entrepreneurs, la confiance des consommateurs qui ont consommé moins, donc lesquels entrepreneurs ont embauché moins à leur tour, avec une montée mécanique des taux de chômage. Donc, je pense que dans ce genre de contexte, c'est totalement injustifié de faire en sorte que ce soit le citoyen moyen qui soit toujours le seul à trinquer. Bien sûr. Et donc, il faut trouver d'autres pistes. Oui. Alors, une piste, elle est très controversée actuellement. Bon, en tant que aussi citoyen suisse, je me dois d'en parler parce que c'est une piste dont il faut parler. C'est le revenu universel. Ça a défrayé la chronique ces derniers mois parce que la Suisse compte, par exemple, mettre en place une loi, bon, si c'est accepté par ce qu'on appelle les votations populaires, donc que tout citoyen suisse ou toute personne légalement établie en Suisse ait droit à un revenu universel à définir. Ça peut être peut-être 1 500 € ou 1 000 €. Donc, déjà, si chaque citoyen, qu'il soit au chômage ou qu'il ait un travail, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, a un revenu universel, ce serait déjà extraordinaire pour pouvoir enlever le stress de tous ces chômeurs de longue durée, de tous ces jeunes, de tous ces seniors qui n'ont plus aucune chance de trouver un travail parce qu'ils sont depuis longtemps au chômage, et étant donné qu'ils sont longtemps au chômage, ils sont de moins en moins qualifiés, donc avec les progrès techniques. Donc c'est une piste. C'est une piste, je dirais. Je ne dis pas que... Bon, c'est d'atteindre les modalités. En attendant, nous avons une piste immédiate à disposition, c'est la fiscalité, la redistribution. Oui.
la redistribution. Notamment la taxation, peut-être sur les transactions financières, ce genre de choses. Alors nous avons la taxation sur les transactions financières, c'est comme l'agence de notation européenne. Bon, je pense que c'est un mythe, mais en attendant, moi je dis qu'il faut faire contribuer les citoyens les plus riches. Je dis qu'il faut faire opérer une redistribution très claire en temps de crise des citoyens, depuis les citoyens riches, en faveur des citoyens moyens, voire pauvres, en allégeant la fiscalité des citoyens moyens et pauvres, et non pas, comme le fait même notre gouvernement actuel socialiste, qui monte la TVA. Donc voilà, la fiscalité, selon moi, est le levier grâce auquel on peut actuellement, de nos jours, opérer une certaine redistribution. Je le maintiens, et je reviens, en l'absence de banque centrale souveraine et en l'absence de monnaie souveraine. Donc dans le cas de l'Union européenne. Parce que si l'argent, dans le cas de l'Union européenne, parce que si l'argent ne peut être injecté par la banque centrale, il faut bien le trouver quelque part. Bien sûr. Donc le trouver quelque part, c'est pas en faisant une fiscalité répressive pour les classes moyennes comme on a maintenant, c'est une fiscalité juste qui prenne provisoirement aux classes aisées et qui à l'avantage, non pas pour donner l'argent aux classes moyennes, mais pour épargner cette remontée de la fiscalité aux classes moyennes. Nous avons une autre piste aussi, dont je parle dans mon livre. Pourquoi ne pas faire souscrire les riches à un emprunt obligatoire? Un emprunt obligatoire moyennant intérêt. Ce n'est pas une confiscation, c'est un emprunt obligatoire étalé sur quelques années, moyennant le fait que l'État leur paie un intérêt à l'issue lors du remboursement. Et là, ce serait une somme qui serait prélevée de manière obligatoire, au-delà d'un certain niveau de revenu, et pour remettre de l'argent dans les caisses de l'État, en l'absence de banque centrale souveraine, je le répète une fois de plus. Donc nous avons une multitude de pistes comme ça, parce qu'il faut bien se rendre compte que pourquoi est-ce que je plaide en faveur du citoyen moyen? Parce que le citoyen moyen est le seul qui peut sauver l'activité économique. Tout ce que gagne, ou quasiment tout ce que gagne le citoyen moyen, est reversé dans l'économie, sous forme de dépenses. Alors que une toute petite partie de ce que gagne le citoyen riche revient dans le circuit économique. Le reste va vers l'épargne stérile ou dans la spéculation sur les marchés financiers. Il faut que nos États, il faut que nos gouvernements fassent un choix à partir d'un certain moment, parce que sinon, nous allons au-devant de troubles sociaux qui peuvent être dramatiques. Je veux dire, on ne peut pas, à partir d'un certain moment, la vache n'a plus de lait. Et alors, justement, à ce propos, vous finissez votre ouvrage, donc vraiment la dernière phrase de votre ouvrage, c'est une citation assez pessimiste, tirée de d'Oedipe de Voltaire. Alors, je vous cite, « Notre crédulité fait toute leur science ». Oui. Alors, bon, j'imagine bien que par leur, vous entendez les acteurs du monde de la finance. Et on a l'impression, donc en ayant fini votre ouvrage et en ayant lu votre ouvrage, que selon vous, il faudrait complètement se débarrasser de ces gens-là, c'est-à-dire de ceux qui spéculent et de ceux qui défendent l'austérité. Est-ce que j'ai raison? Je n'ai pas dit tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Hein. Donc, je dis notre crédulité fait toute leur science, et c'est vraiment le but pour lequel j'ai écrit ce livre, pour pouvoir expliquer dans un langage simple, pour pouvoir rendre les gens moins crédules, un peu, je veux dire modestement, un peu plus intelligents. Parce que les mécanismes et les clés sont là. Elles sont là pour sauver l'Union européenne. Elles sont là pour résorber le chômage. Elles sont là pour améliorer la croissance. Seulement, comme on ne sait pas, comme le gros du citoyen, la masse du citoyen, des citoyens ne sait pas, on leur dit, vous n'allez pas faire payer nos enfants demain avec nos déficits d'aujourd'hui. Or, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
On les convainc, on convainc le peuple, la population, les citoyens, on les persuade que l'État se gère comme le budget d'un ménage. Et pour ce faire, on leur dit, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez, vous, dans votre ménage, dans votre bourse, dans votre budget. L'État non plus. Sinon, c'est vos enfants qui vont en payer le prix. Et à ce moment-là, si nous, État, on s'endette, ben, c'est vos enfants. C'est les futurs citoyens qui vont en payer le prix, alors que c'est totalement faux. Alors que c'est vraiment prouvé que les comptes d'un État doivent rester toujours légèrement déficitaires pour pouvoir entretenir la croissance. Donc, pour en revenir à votre question, notre crédulité fait toute leur science, notre ignorance fait toute leur force. Et je vais terminer, si vous le voulez bien, par une autre citation de Voltaire qui disait « Écrasons l'infâme ». D'accord. À cette époque, c'était l'Église, donc là, c'est le néolibéralisme. D'accord, ok. Donc il faut en quelque sorte faire changer la mentalité de ces gens-là, alors finalement, de ces économistes, de ces politiques aussi, hein, et de ces journalistes spécialisés qui nous parlent dans les médias. Ils ne changeront pas de mentalité. Ils ne changeront pas de mentalité. Ils ne changeront pas de mentalité. Ils sont tous solidaires les uns les autres. Il nous faut tous, nous, à notre modeste niveau, de citoyens moyens ou d'économistes éclairés, il y en a des économistes éclairés, heureusement, il nous faut tout simplement parler, informer, nous informer que les solutions existent. Je suis un peu pessimiste, à dire vrai, et je vais peut-être en choquer certains. Je suis pessimiste parce que la croissance va reprendre. Elle va nous venir des États-Unis. L'Europe est une éternelle suiveuse. La croissance va reprendre gentiment en Europe, elle va nous venir des États-Unis, elle ne va pas venir parce qu'on aura appliqué les bonnes méthodes. Elle ne viendra pas parce qu'on aura révolutionné notre pensée économique. Pourquoi donc suis-je pessimiste? Pas parce que la croissance va revenir, parce que le fait même que la croissance revienne, ça va remettre tout ça sous le tapis. On ne va pas se remettre en question en attendant la prochaine crise. D'accord. Alors justement, dans votre travail, vous qui conseillez depuis 2005 des banques centrales avec finalement des décisions qui, à la lecture de votre livre, sont aux antipodes de celles de vos confrères. Quel est donc selon vous le conseil le plus important à donner aujourd'hui aux banques centrales et à la Banque centrale européenne notamment? Je ne veux pas être prétentieux et donner des conseils à une banque aussi importante que la Banque centrale européenne et à Mario Draghi qui a bien travaillé jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que précisément Mario Draghi a bien travaillé jusqu'à présent dans la mesure de ses possibilités. Je vous rappelle, enfin, ou j'informe ceux qui ne le savent pas, qu'une des raisons fondamentales de l'accalmie de la crise européenne, ça a été parce que Mario Draghi, en septembre de l'année passée, septembre 2012, a dit qu'il ferait tout ce qui était en ses moyens pour sauver l'euro. Les marchés ont interprété ça comme la Banque centrale, si c'est nécessaire, elle viendra garantir les dettes périphériques. Il ne l'a pas dit aussi clairement que ça, parce que Mme Merkel lui aurait tapé sur le doigt. Mais la Banque centrale européenne a des statuts. Il est obligé de se conformer, de se prescrire à ces statuts. Ceci dit, il peut parler, et il a parlé, et il parle dans le bon sens. Cette parole d'or qu'il a prononcée en septembre dernier était parfaite pour faire baisser la crise européenne d'un cran. Il a également rassuré énormément les marchés il y a 15 jours, 3 semaines, pour dire que les taux d'intérêt européens resteraient très bas pendant au moins une année. Ça a été aussi pour pouvoir... C'était un signal envoyé aux marchés financiers comme quoi la Banque centrale européenne est bien consciente des problèmes de certains pays européens. Pour répondre directement à votre question, la Banque centrale européenne ne peut rien faire parce que ces statuts ne lui permettent pas d'aller au-delà d'un certain point. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union européenne puisse se changer d'elle-même. Mais ce n'est pas nos commissaires européens technocrates qui vont avoir le cran
de nous concocter une Europe moins libérale, moins néolibérale, une Europe plus humaine, parce qu'eux sont enfermés dans leur cabinet ministériel de technocrates. Non, ce qu'il faut, c'est augmenter les pouvoirs du Parlement européen. Il faut que la politique revienne en Europe. Il faut augmenter les pouvoirs du Parlement européen pour que ce soit les parlementaires européens qui, eux, sont en contact direct avec la population, qui aillent dans le sens d'une Europe du citoyen, et non pas une Europe de la finance, et non pas une Europe de la technocratie. Voilà ce qu'il nous faut. Michel Santi, merci beaucoup pour ces réponses enrichissantes Merci à au vous. sujet de votre ouvrage, donc je rappelle, Splendeur et misère du libéralisme, paru chez l'Harmattan en novembre 2012. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur lelittéraire.com.